Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition un peu particulière des perspectives économiques de la banque Puilatco. En effet, cette année, en raison de la situation sanitaire, cet événement qui est un rendez-vous incontournable pour les investisseurs particuliers est entièrement virtuel afin de vous permettre à toutes et à tous d'y participer dans des conditions sanitaires optimales. Des perspectives économiques virtuelles, c'est une première, mais vous allez voir que les équipes ont tout mis en œuvre pour vous garantir une expérience aussi enrichissante que d'habitude. Les experts de Puilatco vont analyser avec vous les grands enseignements de l'année écoulée et aborder les tendances qui s'annoncent pour 2021 avec toujours ce même souci du détail. Vous fournir les clés pour décoder l'économie et les marchés et transposer ces tendances dans une stratégie d'investissement adaptée à vos objectifs. Pour aborder ces grandes questions, nous avons la chance aujourd'hui de pouvoir discuter avec trois visages de la banque que vous connaissez déjà très bien. J'accueille sur ce plateau Ludivine Pilate, Country CEO de Puilatco. Bonjour. Bonsoir, bienvenue. Oui. Nous avons également un visage bien connu, Frank Vranken, qui est Chief Stratégiste de Puilatco. Bonsoir. Bonsoir. Et last but not least, Amaury Delatte, qui est Head of Belgian Market. Bonsoir Amaury. Bonsoir. Alors on va commencer avec vous, Ludivine Pilate. Je me tourne vers vous. Pour commencer, des perspectives économiques virtuelles, c'est exceptionnel. Nous devons bien évidemment composer avec les mesures sanitaires pour lutter contre la propagation de ce fameux Covid-19. Cette pandémie a un impact direct sur nos vies depuis bientôt 1 an. Pour Puilatco, quel a été l'impact du coronavirus ? Mais tout d'abord, mes meilleurs vœux peut-être pour cette fin d'année 2020. Et j'espère quand même que 2021 sera une année tout aussi exceptionnelle que 2020, mais cette fois-ci dans le sens positif du terme. Comme vous le dites, la pandémie, je pense qu'on l'a vécu en 2020, on espère maintenant d'en sortir en 2021. Après, pour revenir à votre question de l'impact de la pandémie, le métier du banquier privé reste un métier relationnel en fait. Et la proximité avec nos clients est vraiment un point très important de notre approche. Nos banquiers visitent nos clients régulièrement et comme on le dit souvent en interne, nous voulons être le banquier privé qui est assis à la table de cuisine de clients pour discuter des choses importantes avec lui. Dans le contexte d'une pandémie comme celle-ci, nous avons, dès le début de la crise, mis en place de nombreuses choses telles que la vidéoconférence ou des webinaires pour en fait continuer à délivrer cette expérience et aussi pour permettre à nos clients d'accéder facilement à nos conseils et à nos experts, et cela à tout moment, tout en respectant, comme vous l'avez dit, les mesures sanitaires qui nous étaient finalement imposées par le gouvernement pour conserver la santé de tous. En interne, peut-être un dernier point, nous avions déjà une politique de télétravail en place depuis plusieurs années. Nous avons dès lors dû un peu renforcer notre système IT, mais nous étions très heureux quand 48 heures après l'annonce du confinement, nous avons pu en fait renvoyer tous nos employés à la maison. Ça, c'était quand même vraiment une très belle surprise pour nous qui a permis aussi de grandement faciliter la transition, on va dire, entre cet aspect face-to-face vers en fait le travail à la maison. En ce qui concerne les résultats, est-ce que vous avez ressenti un effet Covid en 2020 ? C'est une très bonne question. Disons que 2020 a été une année mouvementée, je pense, pour la plupart d'entre nous. Après, comme vous le savez, le secteur bancaire et donc Puilatco est resté quand même plutôt épargné de cette crise sanitaire. Et donc, je peux confirmer que nos résultats pour 2020, au-dessus de toute attente, sont plutôt bons. Et comme je dis, surtout au vu des circonstances, c'était quand même une très bonne surprise pour nous. Après, 2020, ce ne fut pas que des résultats. C'était aussi une année où nous avions deux grands projets en cours. Donc d'un côté, nous avons redéployé notre offre commerciale. Donc nous avons une offre commerciale large et depuis de nombreuses années, nous avions continué à ajouter des thématiques à cette offre commerciale et nous voulions maintenant la rendre plus claire et plus adaptée en fait aux besoins de nos clients et cela aussi en fonction de leur profil. Donc ça, c'est un projet qui a été, on va dire, finalisé fin de cette année. Le deuxième grand projet qui était en cours et qui était finalisé au 15 décembre, c'était la fusion
fusion avec notre maison mère, donc le groupe Quintet. Ça aussi, c'était vraiment un milestone très important dans la stratégie de notre groupe. Et Amaury y reviendra dans une section ultérieure, mais c'est vraiment une porte ouverte maintenant pour pouvoir accéder à de nouvelles expertises, à une collaboration beaucoup plus large dans ce groupe européen que nous sommes, et que peut-être c'était une carte que par le passé nous avions moins jouée et que nous comptons maintenant mettre en avant de plus en plus dans les mois à venir. Je vous propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet. Qu'attendre de l'économie mondiale et des marchés financiers cette année? Avant de céder la parole à Frank Vrancken qui va analyser avec nous, les tendances qui s'annoncent, je vous propose de revenir sur les grands événements qui ont marqué l'économie mondiale l'année dernière. Tout cela a été compilé dans un petit film. On se retrouve après ceci. Après cette brève évocation de cette année qui fut évidemment riche en événements, je vous propose de nous tourner maintenant vers le futur, l'avenir, en compagnie de Frank Vrancken, Chief Strategist chez Puilatco. Alors Frank, j'imagine que l'année 2021 ne sera pas de tout repos. De quoi allez-vous nous parler ce soir ? Je pense en effet que 2021 sera à nouveau une année chahutée, mais bon, je pense qu'il y a quand même 3 axes pour nous qui sont importants. Forcément, il faut commencer avec la macroéconomie. Qu'est-ce qu'on attend de l'économie? Puis on ne peut pas passer à côté de certaines tendances vraiment structurelles et qui nous tiennent à cœur aussi, et c'est l'investissement durable qui est très important pour nous. Et puis de voir comment en fait tout ceci ensemble va déterminer notre allocation d'actifs, puisque in fine, lorsqu'on fait un portefeuille, lorsqu'on construit un portefeuille, il va falloir choisir ses actifs et bien entendu les pourcentages de poids qui vont avec. Alors Franck, je propose de commencer, comme vous l'avez dit, avec les perspectives macroéconomiques. Il y a évidemment un phénomène qui n'a échappé à personne, c'est la politique de taux bas des banques centrales. On savait que le phénomène allait durer. On parle désormais de la possibilité de taux bas éternels. Est-ce que c'est bien ce qu'on a devant nous, Franck ? Mais je pense qu'en effet, il y a plusieurs choses à dire, bien entendu. C'est que d'une part, je pense que les banques centrales n'ont pas d'autre choix de garder les taux extrêmement bas. Et en le faisant, ils espèrent en effet de pouvoir réanimer l'économie et de relancer ce qu'on appelle en anglais les animal spirits, donc la tendance de consommation qui devrait repartir à un moment donné, puisque on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent qui est garé sur des comptes à vue, et il faudrait en effet faire en sorte que ça réentre dans l'économie. Et donc, premièrement, en effet, les taux bas, on sait qu'entre-temps, on est sur des niveaux extrêmement bas de rendement. Donc, il suffit de regarder ce que l'État belge paye pour un emprunt en 10 ans, c'est même négatif. Donc, c'est extraordinaire. Et par ailleurs, on constate quand même avec le virus que on a mis de côté beaucoup d'argent, l'épargne a augmenté. Il faut à un moment donné que tout ça se relâche et qu'en effet, ça rentre dans l'économie. Et nous comptons en effet que, on est en période hivernale, mais que le printemps amènera vraiment aussi un printemps économique et qu'il y aura donc un rebond économique qui peut être très important d'ailleurs. Donc, il suffit que la consommation revienne, que
suite à cela, on va restocker, il faut des produits et qu'aujourd'hui on sait que la plupart des sociétés ont été très conservatrices dans tout ce qui est stock. Et donc il faut ramener en effet des produits et cette production va relancer l'économie. Donc c'est quelque chose sur lequel on compte. D'ailleurs, on voit déjà aujourd'hui qu'il y a quand même pas mal d'engouement économique du côté asiatique surtout. Donc on reste confiant. Alors, Franck, cette politique monétaire de relance qui est extrêmement accommodante, est-ce qu'elle est réellement exceptionnelle ? Pour nous, je trouve en effet, elle est vraiment réellement exceptionnelle. Il suffit de regarder dans le passé. On n'a jamais eu en effet eu des taux tellement bas. Les taux sont en négatif aujourd'hui, donc c'est du jamais vu. Il y a des concepts qui sont tout à fait nouveaux aussi. On parle de MMT aux États-Unis, c'est la politique monétaire moderne, qui veut dire quelque part que les banques centrales n'ont plus le même rôle à jouer, doivent uniquement financer le gouvernement qui, avec sa fiscalité, va doper l'économie. Et donc, il faut se dire à quoi cela va amener. Mais en général, il faudrait en effet que les instances publiques, que ce soit Banque centrale et gouvernement, restent tout à fait supportifs, je dirais, de l'économie. D'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'en effet, que la charge de la dette est extrêmement importante. Et si les taux commenceraient à remonter, elle deviendrait plus onéreuse. Et pour certains pays qui sont déjà très endettés, en tout cas aussi le nôtre, il faut prendre ça en compte. Alors on évoque là évidemment les banques centrales. Parlons maintenant des plans justement publics de relance, notamment via le levier fiscal. Cette tendance est-elle tenable sur le long terme et quels sont les risques éventuels d'un interventionnisme un peu trop appuyé ? Bonne question. Je dirais que tenable à long terme, non. La réponse est clairement non. Il ne faut pas oublier qu'en effet, si on regarde ce que les banques centrales, mais les gouvernements ont fait, c'est gigantesque. Donc, venir à soutenir une économie en investissant ou en mettant 30-20% équivalent du PIB dans l'économie, c'est énorme. Ce qui fait gonfler, bien entendu, la charge de la dette, c'est clair aussi. Et par rapport à ça, on a aussi les banques centrales qui, aujourd'hui, continuent à acheter des obligations pour soutenir justement ces dépenses et qui ont vu que leurs bilans ont gonflé de l'ordre de 10, 15, parfois 20% du PIB. Donc, non. À long terme, ce n'est pas structurel, c'est intenable. Il faudrait vraiment relancer clairement l'économie de façon à ce que le taux d'endettement, qui est donc, bien entendu, croissance, ou plutôt dette sur PIB, et donc la croissance, que bien entendu, là, dans le dénominateur, il y a davantage, en effet, de croissance par rapport à la dette, et que le taux d'endettement puisse repartir à la baisse, c'est très important. Alors Franck, le marché obligataire est également en pleine mutation, avec des durations qui s'allongent. Pour que nos spectateurs comprennent bien, est-ce que vous pouvez réexpliquer ce que cette notion de duration veut dire ? C'est une notion hyper importante pour ceux qui investissent dans les marchés financiers. Une duration à voir avec une période, une longueur en fait pour retrouver sa mise d'investissement via des cash flows. Alors très simplement, lorsqu'on investit dans une obligation, on aura les coupons qui vont tomber et à terme aussi le capital. Forcément, si les taux sont très bas aujourd'hui, les coupons ne représentent plus rien. Donc il va falloir attendre en effet le retour du capital pour retrouver sa mise. Et forcément, lorsque les taux sont extrêmement bas, le capital est beaucoup plus important. Donc, en fait, la longueur de l'attente pour retrouver sa mise est plus longue, tout simplement. Mais ça a un impact hyper important pour tous les actifs. Parce que, imaginons qu'on investit en bourse et qu'on investit dans des sociétés qui ont des cash flows plus à long terme, des technologiques, par exemple, où il y a beaucoup de recherche et développement, mais qui vont, à long terme, avoir un effet très important et positif. Si, en effet, tous ces cash flows long terme, il faut les ramener vers aujourd'hui, les escompter, on va utiliser, en effet, ce taux d'intérêt. Et s'il est très bas, ils ne vont pas être pénalisés. C'est dans ce sens-là qu'il faut analyser tous les actifs. Et donc, aujourd'hui, ce qui est très clair, c'est que dans les marchés financiers, tout dépend, en fait, je dirais, des taux. Et ça explique pourquoi aussi les banques centrales ont intérêt à garder les taux très, très bas. Et donc, cette notion de duration est hyper importante parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les actions paraissent uniquement encore bon marché si on en compare avec les obligations. Les obligations n'ont plus rien, tandis qu'on a des actions qui donnent des rendements dividendaires encore alléchants. Mais quitte si demain, en effet, les taux recommenceraient à remonter et la courbe de taux avec les obligations
se remettre à monter? C'est des grandes questions, c'est le défi pour 2021 et ceci a été bien compris par les banques centrales qui vont, comme je l'avais dit, en effet, essayer de garder les taux éternellement à zéro. Bon, façon de dire forcément, mais c'est dans leur intérêt. Merci pour ces explications, Franck, très claires. On a beaucoup parlé de banque centrale, de gouvernement, de politique fiscale. Il y a un autre facteur qui peut fortement influencer l'économie mondiale et les marchés financiers, c'est la géopolitique. Ces dernières années, on a redécouvert le protectionnisme, notamment à travers le différend commercial entre la Chine et l'Amérique de Donald Trump. Est-ce que l'arrivée au pouvoir de Joe Biden va redistribuer les cartes dans ces grandes luttes d'influence, Franck? Mais il y a plusieurs choses, bien entendu, dans cette question. Tout d'abord, je pense en effet qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, le monde n'est plus uniquement bipolaire. Il y a trois grands axes, je dirais. D'une part, il y a l'Asie avec, bien entendu, la Chine qui est vraiment le grand gorille dans ce jeu-là. Parce que ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a bien entendu des accords du commerce libre de ce côté-là de la planète qui sont très importants et qui concernent un tiers de la population. D'autre part, il y a toujours l'Europe qui est un marché gigantesque de consommation et forcément les États-Unis. Donc, c'est entre ces trois-là que ça se jouera. Et on sait qu'aujourd'hui, bien entendu, il y a un degré d'animosité entre les États-Unis et la Chine. Et puis on verra comment ça va se passer avec Biden lorsqu'il va venir au pouvoir. Ce ne sera pas tellement différent, je pense, par rapport à Trump en ce qui concerne la relation avec la Chine, parce qu'on va parler de droits des gens. Et en général, je pense que de ce côté-là, ça ne va pas tellement changer. Mais important aussi, c'est de reconnaître qu'il y a trois marchés hyper importants de taille. La taille boursière de la Chine, elle est gigantesque. Le marché obligataire, il est gigantesque. Il faut en tenir compte. Par ailleurs aussi, la diversification. Si on ne va pas uniquement investir dans la zone euro et qu'on investira aussi de plus dans les États-Unis et dans l'Asie, on verra aussi sur les indices et les performances qu'on a fait dans les portefeuilles, quelle est meilleure si on commence à diversifier et tout simplement prendre en compte cette réalité économique qui est globale, qui est plus uniquement européenne, mais qui doit prendre en compte en effet les développements à travers les continents et donc diversification et forcément, comme tu l'avais dit, la géopolitique. Alors je vous remercie, Franck, pour cette analyse très poussée des tendances macroéconomiques. Je propose de passer au prochain volet de cette présentation. Alors, Amaury Delatte, cet engagement, comment est-ce qu'il se traduit dans votre offre de produits, en fait? Alors, je peux déjà vous dire maintenant qu'on est sur le point de créer un nouveau fonds dont l'impact sur le climat, l'impact carbone, est entièrement neutre. Et donc, je crois que ça, c'est quelque chose que nous y tenons beaucoup. Et on va faire ça, entre autres, en finançant des projets de reforestation. Et donc, je crois que ça, c'est aussi je parlais tout à l'heure des avantages de la fusion avec Quintet. Je crois que ça, c'est un des exemples. Merci, Amaury. Alors, je vous propose maintenant, on a là parcouru, on a passé en revue les grandes tendances macroéconomiques pour l'année 2021. On a également vu l'importance d'une gestion durable et responsable. Alors, comment ces tendances vont-elles se refléter dans la stratégie d'allocation d'actifs de Puilatco? Et là, je me tourne évidemment vers Franck. Franck, dites-nous tout. Mais disons, bien entendu, c'est l'essentiel, c'est vraiment le dernier chapitre, je dirais, dans tout ce qu'on fait, c'est décider sur la construction de portefeuille et ce qu'on met. Et donc, il faudrait donc, comme j'avais évoqué, prendre en compte toutes ces tendances macroéconomiques, le durable, comme j'ai dit, et puis donc notre allocation stratégique, bien entendu, se tournera davantage vers du global, un peu moins d'Europe en général, parce que c'est vrai, sinon on passera à côté de toutes les choses intéressantes qui se passent, par exemple, donc, en Asie, beaucoup plus marqué par cette empreinte durable, sociétale, et puis l'un dans l'autre, clairement, en effet, avec ceci, on va aussi prendre en compte les taux extrêmement bas du côté obligataire, de l'ordre qu'on puisse plus uniquement, comme de par le passé, jouer sur un portefeuille 60-40, 50-50, actions-obligations. C'est beaucoup plus large, c'est beaucoup plus fin, je dirais. Et donc, cette strategic asset allocation, l'allocation des actifs stratégiques, en effet, va dans cette direction-là. On l'a déjà partiellement communiqué aux clients, mais je pense que c'est important de refaire le point à ce moment-ci pour dire c'est dans la voie qu'on va.
Merci Franck. Alors le temps file évidemment, il est temps de passer aux questions du public. Je pense que le temps, je regarde, non, le temps ne nous permettra pas de répondre aux nombreuses questions. Alors en régie, on m'a transmis 3 questions, on en a sélectionné 3. En revanche, rassurez-vous, les spécialistes de Puilatco répondront à toutes vos questions dans la prochaine édition spéciale du Weekly News. Alors ces 3 questions, je vais vous les soumettre. La première question concerne l'inflation. Ces dernières années, l'inflation a été quasi nulle. N'y a-t-il pas un risque de voir l'inflation grimper en flèche suite aux interventions monétaires massives et aux politiques de soutien fiscal? Quelles en seraient les conséquences pour les investisseurs? Qui veut prendre cette question? C'est plutôt dirigé vers moi, je dirais. Alors, c'est pour Franck. On te la laisse. Merci, c'est gentil. Franck, on vous écoute. Je remercie d'abord, en effet, celui qui a posé la question parce qu'elle est vraiment pertinente. Et donc, ce qu'on constate aujourd'hui, donc, comme je l'avais dit, c'est qu'il y a beaucoup de potentiel pour la croissance parce qu'on n'a pas consommé pendant une certaine période, on a beaucoup moins produit pendant une certaine période. Et donc, il y a beaucoup d'argent qui peut rouler, qui peut être utilisé dans l'économie. Et ce qu'on ressent déjà, ce qu'on a vu dans les derniers chiffres de confiance aussi des producteurs sur un plan global, c'est qu'il y a davantage de confiance. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on est en train de reconstruire justement les inventaires. Donc l'un dans l'autre, ça veut dire qu'on va commencer à reproduire. Et de quoi on a besoin? On voit déjà tout ce qui est denrées, commodités. Donc on voit en effet le prix du cuivre s'envoler. On voit maintenant aussi le prix du soja, etc. exploser. Il y a la Chine qui joue un rôle là-dedans. Mais est-ce que ceci va amener à davantage d'inflation, puisque quelque part, ça se traduira dans le prix des produits? Et donc, à nouveau, c'est un sacré défi pour la Banque centrale, puisque normalement, toute chose étant égale, on devrait avoir des rendements obligataires plus élevés. Et donc, c'est une très bonne question. Je pense en effet qu'on devrait avoir un taux d'inflation un peu plus élevé. Mais le point intéressant, justement, c'est que la Federal Reserve a fait comprendre qu'elle permettra un peu d'inflation qui serait au-dessus des normes. Parce que c'était dit que de par le passé, on était en dessous de son target, et maintenant, d'être quelques années au-dessus, c'est pas si grave. On verra en effet si la réalité soit ainsi et qu'on le permettra et comment en effet les marchés vont réagir. Parce que j'avais justement expliqué aussi que la duration peut jouer un rôle. Ici, donc, on verra. Donc, bonne question. Duration. Inflation, on verra, mais elle devrait être un peu plus au-dessus de ce qu'on a vu pendant les dernières 2 années. Merci Franck. Alors, deuxième question, les obligations peuvent-elles encore jouer un rôle en tant que classe d'actifs après une chute, ou après la chute des rendements obligataires que nous venons de connaître? Les rendements obligataires, c'est encore pour Franck. On vous écoute, Franck. J'avais déjà un peu évoqué qu'on peut plus se fier à la construction d'un portefeuille où tout simplement on a d'une part obligation, d'autre part action, puisque les obligations, ça ne rapporte plus rien. On est tout simplement en négatif, donc ça veut dire que si on achète une obligation étatique et qu'on reste dessus, on est sûr de faire une perte. Et donc, normalement, une obligation devrait être un peu le gilet de sauvetage lorsque l'économie va moins bien, que les taux descendent et que le prix d'obligation augmente et que ça, bien entendu, va aider la performance. Il est beaucoup plus difficile d'estimer que ce sera encore le cas. Donc, il faut étoffer son portefeuille avec plein d'autres choses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus aucune obligation qui serait intéressante. Certaines obligations liées, non pas à des États, mais à des sociétés, peuvent jouer toujours un rôle. Des obligations dans d'autres continents, j'avais évoqué la Chine, mais justement, c'est un marché gigantesque d'obligations. Leur devise n'a pas été influencée par la Banque centrale qui, à l'instar de la BCE, de la Fed, a pompé de l'argent dans le système. Donc là, il reste encore des rendements. Il faut donc regarder en dehors uniquement de la Belgique, en dehors de l'Europe, en dehors du purement étatique. Et je pense qu'on peut encore avoir des obligations, mais c'est clairement une discipline qui est devenue un peu plus difficile à appliquer puisqu'il faut élargir le scope. Donc, obligation, moins de rôle à jouer, mais pas zéro. Ils seront toujours présents dans des portefeuilles, mais d'une autre façon, je dirais. Merci Franck. Malheureusement, le temps file. On ne pourra pas prendre de questions parmi les nombreuses questions intéressantes qui ont été posées. Mais je rappelle que toutes ces questions posées, on va y répondre. Les spécialistes de Puilatco y répondront dans la prochaine édition spéciale du Weekly News.
Malheureusement, je l'ai dit, le temps file. Donc, Ludivine Pilat, Amaury Delatte, Frank Vranken, merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau pour évoquer ces perspectives. Cette année 2021, peut-être un petit mot de la fin, Amaury. Oui, je crois qu'on peut vous souhaiter à vous tous une année 2021 qui est excellente, meilleure encore que 2020, mais moins bonne que 2022. C'est tout ce qu'on peut se souhaiter à soi-même. Merci à vous d'avoir été là. Meilleurs vœux à tous ceux qui nous ont regardés. Merci de nous avoir regardés. Vous le savez, les experts de Pwilatco sont toujours à votre disposition. Meilleurs vœux et à bientôt. Merci.